Sébastien. Bonjour Isabelle. Et de Florence Lamoureux. Salut à tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Très bien. La lumière du jour baisse tout de même. Oh qu'on le sent. Hein? Moi, en sortant, là, je termine ici vers 6h30. Là, déjà, c'était noir hier soir. Il y a des petites lueurs qui restent un peu à l'horizon. Oh, mais c'est terrible. Dès 5h15, là. Ah, c'est difficile. C'est difficile. Et je suis sûre que nos auditeurs auront certainement des témoignages là-dessus tout à l'heure parce que on rentre dans la saison de ce qu'on appelle la dépression saisonnière. Ouais. Alors là, j'ai ressorti mon kit. D'abord, j'ai envoyé un questionnaire à mon équipe et puis le questionnaire de chronotype. Ça, c'est pour savoir si vous êtes de jour ou de soir. J'ai fait ça, Isabelle. Je me sentais comme dans le magazine Cool ouais, quand exact. on était plus jeune. Oui, à remplir les petits questionnaires, le fun. Exact. Et ça, je vous dirai, chers amis auditeurs, comment le faire vous aussi pour savoir si vous êtes plutôt de jour ou de soir. Mais toujours est-il que ça te renseigne sur la façon dont tu dors et surtout sur ton besoin d'ensoleillement. Et j'ai amené un kit techno. Tu vas t'impressionner, Fred. Oui, vraiment. Ça, c'est des lunettes de luminothérapie. Le look est tellement futuriste. Là, on dirait pas? La couleur semble arc-en-ciel dans les yeux. Tu là, vois, Isabelle, regarde ça, c'est mon look Star Wars. Sur Internet. Ça, c'est la musique de Star Trek. En tout cas, tu nous trouveras de la musique de conséquence tout à l'heure, Sébastien. Tu vois dans le futur avec ces lunettes-là. Donc, ça t'envoie de la lumière dans les yeux, dans le fond. Oui, exactement. Et écoute, on va avoir une spécialiste tout à l'heure qui va nous parler de ça. Restez à l'écoute parce que notre cerveau, en hiver, fonctionne différemment. Ah oui? Oui, complètement. Mais là, tu vois, c'est pour s'occuper de notre santé parce que là... Nos médecins sont occupés à d'autres choses. Oui, il faut qu'on prévienne. Oh, vous avez vu, hein, tout le monde, ce qui se passe en ce moment, ce bras de fer entre les médecins et le gouvernement de François Legault. François Legault qui, hier, d'ailleurs, il est allé d'un message public, d'intérêt public, un petit 3 minutes bien placé, bien senti, pas de conférence de presse, mais je pense qu'il voulait pas qu'on lui pose des questions sur ses derniers sondages. Mais tu sais, il nous l'a dit, là. Là, il faut qu'il se passe quelque chose. Il a surtout parlé de loi spéciale. On écoute le premier ministre du Québec. À l'heure où je vous parle, l'impasse persiste entre le gouvernement et les syndicats de médecins. On a déposé une 4e offre plus tôt ce matin. On espère sincèrement que les syndicats de médecins vont accepter de mettre de l'eau dans leur vin pour en arriver à une entente. Mais si les syndicats campent sur leur position, le gouvernement va déposer un projet de loi vendredi matin. Voilà. Alors, vendredi matin, c'est demain matin. Vous avez remarqué 2 fois l'utilisation du mot syndicat. C'est pensé, c'est songé comme ça. Là, évidemment, depuis, on a fouillé, on a consulté les médecins qu'on connaît et il y a un phénomène qui se passe en ce moment, là, c'est qu'il y a une espèce de début de désertion. Ah oui. Et on va tout de suite donner la parole à l'un de ces médecins, le docteur Alain Naud. C'est quelqu'un dont vous avez entendu parler parce que c'est un médecin de famille bien connu à Québec. Il travaille dans le domaine des soins palliatifs depuis plus de 30 ans, entre autres en aide médicale à mourir au Québec depuis sa légalisation. Un de nos grands médecins. Bonjour, docteur Naud. Bonjour, Mme Maréchal. Je sais que vous avez 65 ans. Et là, vous vous dites, c'est un peu la porte qui s'ouvre pour vous envoyer à la retraite. Je pense que vous avez l'intention là, de quitter la profession. Absolument. Donc, effectivement, après 40 ans de pratique, à l'âge de 65 ans, j'ai amorcé dans les derniers mois ma transition vers la retraite parce qu'honnêtement, je n'en pouvais plus de cette culture-là du mépris des médecins de famille, là, qui n'est pas récente, hein, qui a commencé en 2014, qui est reprise par le gouvernement actuel et qui s'est accentuée dans les dernières années, les derniers mois en particulier. Et les événements actuels ne font que me conforter là, dans ma décision. Vous parlez de mépris, le mot est fort quand même, parce que c'est difficile de penser qu'on méprise quand même nos médecins. Je pense que la population, Dr Naud, est fière de ce que le réseau de la santé, malgré les écueils, là, il y a quand même une satisfaction. Là, selon l'outil de Santé Québec cette semaine, il y avait quand même 85-86% des Québécois qui disent que quand ils sont dans le réseau de la santé, ils sont quand même satisfaits des soins qu'ils y reçoivent. On le dit souvent, malgré tout ce qui se passe dans ces négos, les gens le disent, puis ils vont peut-être nous le dire. Là. D'ailleurs, on va donner nos numéros dans un instant, mais ils aiment leurs médecins. Alors, vous dites, c'est du mépris carrément à notre endroit? Oui, et qu'on se comprenne bien, là, je parle de la culture du mépris des politiciens.
et non pas de la population. Parce que effectivement, quand on rencontre les gens dans nos cabinets, je pense qu'ils ont énormément de respect pour les médecins de famille et ce qu'ils font. Mais je parle vraiment du mépris des politiciens. Et je vous mettrais au défi de me trouver de la part de notre ministre de la Santé la dernière fois où il a parlé en bien des médecins de famille. Vous allez probablement chercher longtemps. Hein? Il l'a dit ce matin. Il en a parlé ce matin. Il a dit qu'il y avait beaucoup de respect pour les médecins. Docteur Dubé. Oui. Monsieur Dubé. mais en même temps, à chaque fois qu'il ouvre la bouche pour parler de ce qui va pas bien dans le système de santé, on en impute la responsabilité aux médecins de famille. Là. Ouais. Tout est toujours la faute des médecins de famille. Et vous savez, puis je vais vous donner mon exemple personnel. Moi, au ministère, là, je suis fiché comme un ultra paresseux, là, et le ministre aime bien en parler, parce qu'on ne comptabilise que les rencontres que je fais de patients en suivi au cabinet. Alors que, même si j'ai 60 ans et que je travaille encore le soir et les fins de semaine, je travaille plus qu'à temps plein. Parce que, en plus de voir des malades, je supervise aussi des résidents qui sont en formation en médecine familiale. Je donne des cours. Je fais de la chirurgie mineure, des infiltrations, des visites à domicile, des soins palliatifs, de l'aide médicale à mourir. Et l'AMM, c'est une dizaine d'heures facilement par patient. Alors, vous comprenez qu'il n'y aura jamais de productivité avec l'AMM. Dans votre cas, c'est sûr, docteur No. Ben oui. 20% de mon temps est passé à remplir de la paperasse. Bien que le gouvernement ait voté une loi l'an dernier, je vais vous dire, pour réduire ça, je vais vous dire qu'honnêtement, en 2025, je n'ai vu aucun impact sur ces exigences-là administratives. 20%. Hey, c'est quand même beaucoup, hein? On voit, Isabelle, que c'est un enjeu qui fait beaucoup réagir. Là, je vois Julie de Québec qui dit qu'elle trouve ça dommage, mais elle se sent tannée aussi d'être pris en otage de son côté. Pierre de Vancouver qui demande aussi c'est quoi les mesures de pression qu'un médecin peut faire si ne pas enseigner n'est pas sur la table, puis que le gouvernement n'est pas de bonne foi. Mais Pierre pose la question, qu'est-ce que les médecins peuvent faire finalement? Oui. Docteur No? Il y aurait une solution très, très rapide et facilement applicable, c'est cesser d'obliger les jeunes médecins de famille qui arrivent sur le marché à travailler en établissement. Vous ignorez peut-être, mais quand un médecin de famille arrive au Québec en début de pratique, on l'oblige à faire un minimum de 12 heures par semaine en établissement pendant ses 15 premières années. Et ça, c'est unique au Québec, là. 40% au Québec, 40% de l'activité des médecins de famille se fait en établissement. En France, c'est 0%. Dans toutes les autres provinces, c'est 10 à 20%. Donc, vous comprenez que ça a un impact majeur. Et les médecins n'ont pas encore le don d'ubiquité, là. Alors, s'ils sont à l'urgence, s'ils sont à l'hospitalisation, en soins palliatifs, en gériatrie, au planning, à domicile, en CHSLD, en santé publique, au sans rendez-vous, ils font des AMM, ils ne peuvent pas être en même temps dans leur cabinet à rencontrer des patients et à faire des suivis. Alors ça, c'est majeur, ça. Donc, et ça, c'était une proposition de notre premier ministre actuel, alors qu'il était dans l'opposition. Hein, c'était sa suggestion pour régler le problème d'accessibilité là, des médecins. Il aurait le pouvoir maintenant, évidemment, d'y mettre fin, mais ça, visiblement, ce n'est pas vers là qu'il souhaite aller. Et il faut comprendre qu'au Québec, là, 25% des 10 000 médecins de famille ont plus de 60 ans. Donc, ce sont des gens qui vont partir à la retraite prochainement et probablement plus rapidement qu'ils le souhaitaient. Donc, faut comprendre que le médecin de famille, là, ce n'est pas que dans son cabinet avoir des malades, ça fait beaucoup d'autres choses. Et je vous parlais de la culture du mépris là, de nos politiciens. Ça fait en sorte que depuis presque 10 ans maintenant, il y a 20%, une centaine de postes en résidence en médecine familiale à chaque année qui ne sont pas comblés parce que les résidents, là, les finissants ne veulent plus aller en médecine familiale. Donc ça, c'est Pourquoi depuis près de 1000 médecins de famille. Ouais. À cause précisément de cette culture-là du mépris là, des médecins de famille qui s'est instaurée en 2014 et qui se poursuit. Alors, les étudiants sont prêts à faire n'importe quoi, sauf de la médecine familiale, et ça, c'est unique au Québec. Ça ne se rencontre pas dans aucune autre province canadienne. Ça. Et Dr. No, là-dessus... Il y a près de 1000 médecins de famille que nous n'avons pas. Oui. Dr. No, là-dessus, c'est drôle parce que justement, ce matin, pas plus tard qu'autrement, Florence, peut-être tu peux intervenir là-dessus, Florence, parce que je pense que tu as une jeune collègue d'université qui a poursuivi en médecine et qui veut choisir la médecine familiale, mais qui se fait niaiser, non pas par les politiciens et la culture du par ses collègues de classe. Voilà. Donc, elle veut choisir la médecine familiale, puis c'est super mal vu. Tu sais, collègues de classe qui lui disent, voyons donc que tu vas arrêter ton parcours là, puis
tu vas devenir médecin de famille, tu devrais te choisir une spécialité. Donc, même à l'intérieur des murs universitaires, c'est très mal vu de choisir la médecine familiale. Ben oui, voyez-vous, Dr. No? Absolument. C'est revenu. Ça existait quand moi j'ai commencé ma formation dans les premières années. On avait fait de grands pas là-dessus. Alors, je pense qu'il y avait ce manque de respect envers la vocation de la médecine familiale. C'était, j'oserais dire, pratiquement disparu des universités. Mais là, depuis 2014, puis c'est l'année où Gaétan Barrette est devenu ministre de la Santé, là, il avait déjà une très mauvaise idée des médecins de famille quand il était président de la FMSQ. Et finalement, on voit que ça flambe de nouveau dans les universités, là, ce manque de respect-là envers le travail que font les médecins de famille là, en première ligne. Ouais. Effectivement. Alors, vous avez tout à fait raison. Mais il y en a d'autres, comme vous, Dr. No, qui vont partir à la retraite, vous pensez? Si vous dites qu'il y en a 1 sur 4 au Québec des médecins de famille là, qui seraient sur le bord de pouvoir prendre leur retraite, ce bras de fer avec la CAQ va précipiter leur départ à la retraite? Je le crains fortement. On voyait ce matin que le premier ministre annonçait que dans la loi spéciale, on va mettre des clauses pour interdire aux médecins de quitter le Québec ou d'aller dans le privé. Je pense qu'il devrait mettre une clause pour interdire aux médecins de prendre leur retraite, là, parce que je pense que c'est là où ça va faire le plus mal, là, très sincèrement. Vous savez, sur l'accessibilité, là, quand on met tout ça ensemble, la FMOQ estime qu'il manque actuellement 2000 médecins de famille au Québec et ils ne sont pas les seuls à le dire, là. Il y en a plus de 1000 qui n'ont pas été formés parce que les postes sont restés vacants, comme je vous expliquais. L'obligation de travailler pendant 15 ans, là, au minimum 12 heures en établissement, le 20% du temps qu'on passe là, à remplir des papiers, le fait que 25% des médecins de famille ont plus de 60 ans, l'accroissement de la population et des besoins, la diminution d'accès aux ressources, qui fait que comme médecin de famille, on gère énormément de problèmes de santé mentale dans les dernières années parce que les gens n'ont pas accès à des ressources. Ouais. Ben, c'est mathématique, là. On aura beau passer une loi spéciale, puis rien de magique, là. C'est pas le changement de mode de rémunération qui va amener des médecins de famille, et même si on menaçait de flageller les médecins de famille sur la place publique, là, ça ne fera pas apparaître des médecins de famille. Et on va leur laisser encore les mêmes obligations de travail en établissement là, pendant de nombreuses années. Et moi, je vous poserai 2 questions. Hein. La première, en vertu de quoi est-ce que les médecins de famille dans notre société seraient les seuls qui n'auraient pas le droit d'avoir une limite? Puis je parle pas juste du système de santé, là, mais de la société en général. Là. Vous savez, quand les demandes de passeport augmentent, là, on n'ouvre pas les bureaux de passeport le samedi et le dimanche, là. Alors, tout le monde a des limites. Les rendez-vous avec les spécialités, puis nous, on en demande, là, comme médecin de famille, là. Parfois, c'est 4 ans, 5 ans. La même chose pour les examens diagnostiques. Alors, il y a des limites partout. Les médecins de famille ne devraient pas en avoir. Et deuxième question, on entend souvent le ministre de la Santé, le premier ministre dire que les Québécois n'en ont pas pour leur argent avec les médecins de famille. Et c'est l'impression des gens aussi. Ouais, mais c'est l'impression des gens. Ils en ont pour avec quoi? Oui, puis les délais sont longs, puis qu'une grande partie de la population n'ait pas de médecin de famille. Évidemment, on le déplore tout le monde, mais il n'y a pas assez de médecins de famille. Et c'est pas une loi spéciale qui va en faire apparaître. Et en quoi est-ce que les Québécois en ont pour leur argent, finalement? Est-ce que c'est avec sa clique? Ben, c'est sûr. Mais sur la question des médecins de famille, sur la question de famille, je relisais des recherches ce matin, puis c'est pas clair. Il y a autant d'études qui disent qu'on a le bon nombre de médecins de famille, qu'on n'en manque pas, que c'est juste une mauvaise utilisation, et votre 20% est éloquent quand même. Il y a quand même eu aussi des études où des experts des HEC disaient, entre autres, qu'il y a quand même un certain nombre de médecins qui, le tiers, disait-on, là, selon une étude de HEC Montréal, le tiers des omnipraticiens qui travaillent à temps partiel. Alors, il y a ça aussi, il y a une différence. Oui. Vous êtes un vieux médecin, si vous me permettez, mais il y a des jeunes médecins qui veulent juste travailler 3 jours semaine. C'est exact, c'est vrai. Ouais. C'est vrai pour toutes les spécialités, pas juste la médecine familiale. Ouais. Mais écoutez, c'est une minorité, là. Puis parfois, ces gens-là ont des conditions aussi, évidemment, qui ne ressortent pas dans les statistiques, mais des limitations personnelles qui font que ils ne peuvent pas en donner plus que ça. Ouais. Alors, il faut aller au-delà de ça. Hein. Puis, je vous donne un autre exemple. Là. Vous savez, le ministre de la Santé là, disait là, 3% des rendez-vous avec les médecins de famille se font le soir puis les fins de semaine.
Alors, sous-entendu, les médecins de famille ne travaillent que 3% du temps le soir et les fins de semaine. Mais quand on vous donne un chiffre comme ça, là, on ne vous parle pas de tous ceux qui sont à l'urgence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui sont à l'hospitalisation, qui font les tournées en soins palliatifs, qui sont de garde en CHSLD, qui font des visites à domicile. Alors, on a comptabilisé que les rendez-vous de suivi en cabinet. Puis on vous présente ça en vous disant, les médecins de famille, ça travaille 3% du temps là, le soir et la fin de semaine. Ouais. Moi, ça fait 40 ans que je travaille le soir, la fin de semaine, et j'ai travaillé longtemps la nuit là, à l'urgence. Fait que là, vous partez quand, docteur No? Le temps d'avoir fini de transférer mes patients, parce qu'heureusement, je suis en mesure de le faire parce que nous recrutons des nouveaux médecins, ce qui est très rare là, actuellement au Québec, là, ce qui me permet de leur transférer ma clientèle. Puis quand ce sera fait, je vais tranquillement tirer ma révérence. Vous recrutez des nouveaux médecins, vous dites? À l'endroit où je travaille actuellement, nous avons réussi à avoir des nouveaux médecins, des médecins qui étaient déjà en pratique et qui changeaient là, qui changeaient de région là, que nous avons réussi à recruter ici là, mais nous sommes chanceux parce que c'est difficile là, partout au Québec là, de recruter des nouveaux médecins de famille. Parce que vous êtes à Québec, c'est une belle ville. C'est le fun, Québec. Absolument. Docteur No, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, vraiment. Docteur No, médecin de famille à Québec. Écrivez-nous 1-877-827-2346 par texto, Fred. Appelez-nous aussi 1-87 Cube Radio. Écoute, moi, je suis terrorisé parce qu'on vient d'apprendre, le Docteur No qui dit que 25% des médecins de famille ont en haut de 60 ans. Ouais. Et ils sont sur le bord de prendre la retraite. Puis Marcel de Montréal, qui abonde dans le sens, il dit, nous relève vraiment quelque chose qui est arrivé près de chez lui. Il dit, mon médecin de famille a pris sa retraite à 65 ans, aussi épuisé. À sa clinique, les 4 médecins de son âge avaient 2500 patients chaque. Ils étaient brûlés par la paperasse et il partait résider en campagne tellement il était fatigué. Son remplaçant ne prendra pas plus que 700 patients. Alors là, on a des médecins qui sont plus âgés, qui sont près de la retraite, puis leur remplacement prennent moins de patients. On n'est pas plus avancé, là, Isabelle. Non, tout à fait. Puis ça, sur la question des médecins de famille, puis c'est peut-être aussi tout l'enjeu de cette négo, là, où finalement, tu as les spécialistes puis les amis qui sont dans le même pot contre le gouvernement, pour essayer de se négocier un contrat de travail qui soit raisonnable à leurs yeux, alors que dans le fond, la situation des médecins de famille est très différente de la situation des médecins spécialistes. Et d'ailleurs, on vous propose une entrevue tout de suite avec le docteur Normand Blais. Il est hématologue, il est également oncologue. Bonjour, docteur Blais. Bonjour, Mme Maréchal. Êtes-vous sur le bord de prendre votre retraite? On fait le tour aujourd'hui des médecins qu'on connaît pour savoir si vous restez ou vous partez. Ceux qui me voient épuisé au travail me demandent toujours la question parce que des fois, je dégage l'impression que je suis fatigué au point que je devrais la prendre, mais vous n'êtes pas dû. Je dois en fait malheureusement ou heureusement dire que j'ai encore la passion pour le travail que je fais. Ah ben ça, on est content d'entendre ça, par exemple. J'aimerais ça continuer à travailler encore plusieurs années. Bon, ben on va se le souhaiter pour nous, docteur Normand Blais, parce que vous êtes un grand spécialiste, hématologie, oncologie. Il y a plus de 906 000 patients, on vient de vérifier là, ce chiffre, en attente de voir un spécialiste au Québec. En hématologie, c'est plus de 15 000. En onco, on dit 117 personnes là, qui attendent. C'est ORL, la spécialité la pire. 143 000 patients qui attendent. C'est terrible. En oncologie, il paraît qu'il y a 46 des dossiers, des cas là, qui se font traiter hors délai. Il y a une situation là, qui est comme... C'est comme on dirait qu'on a comme perdu le contrôle des délais aussi. Là. Depuis 25 ans que je suis en pratique, on regarde les besoins de la population en fonction du nombre de cancers qui existent. On ne regarde pas en fonction des résultats, des traitements qui existent actuellement. Puis, juste pour parler de cancer du poumon, cancer du côlon, des leucémies, c'est toutes des maladies où on vit 3-4 fois plus longtemps qu'on vivait il y a 10 ans. Donc, il y a 4 fois plus de patients qui sont dans nos cliniques qu'il y en avait avant. Puis ça, c'est si on regarde le même nombre de cancers qui existent. Parce que les gens reviennent, ils ont besoin de traitement, ils reviennent à tous les mois, ils ont des pneumonies, ils ont des problèmes à régler, ils ont des douleurs, alors on les voit plus souvent, plus longtemps. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'on fait on a des bons résultats avec nos traitements, mais la charge de travail pour avoir toute cette clientèle-là est augmentée. Alors, juste regarder le nombre de patients avec cancer qui existent au Québec, ça ne reflète pas la charge de travail qu'il y a actuellement. Alors, ça rentre en ligne de compte dans le fardeau du poids de toute
le réseau de la santé qui existe en ce moment. Vous diriez, Dr. Blais, votre plus grand problème au quotidien dans votre pratique d'hématologue puis d'oncologue, oncologue, donc, ça veut dire vous soignez des gens qui ont le cancer. C'est quoi le plus grand problème? C'est quoi votre écueil? C'est quoi votre grande frustration quotidienne? On croule sous la charge de travail. Donc, on aime le travail qu'on fait. Puis, je représente plusieurs de mes collègues qui sont aussi hémato-oncologues. Puis, c'est tous des gens qui ont quand même le cœur à l'ouvrage, puis qui ont le goût de voir des gens, puis qui ont le goût de les aider dans des situations qui sont parfois extrêmement difficiles. Mais quand on a l'impression quand on se fait dire par nos gouverneurs qu'on n'en fait pas assez, on n'en voit pas assez, les retards sont de notre faute, ça devient assez dur à encaisser tout ça. Puis c'est pas une fois qu'on nous le dit, c'est de façon répétitive depuis plusieurs années. Quand on nous disait pendant la pandémie, que on devait aller travailler pour aider les gens dans le CHSLD parce qu'il manquait de monde. Ouais. Ça montrait jusqu'à quel point il y a une mauvaise compréhension du travail qu'on fait puis de l'importance qu'on a dans nos cliniques. Alors, il y a beaucoup de frustration en ce moment-là, c'est sûr. Mais c'est bizarre parce que c'est peut-être... nous, on n'est pas dans vos chaussures, dans vos sarraux, mais j'ai toujours de la difficulté à comprendre, puis je pense que les auditeurs peuvent réagir aussi là-dessus. Comment des médecins comme vous, spécialistes, peuvent se sentir méprisés depuis des années, vous dites, alors que j'ai l'impression, puis le premier ministre le rappelait avec justesse, il faut quand même le reconnaître, qu'il n'y a aucun gouvernement on a toujours plié là, devant les demandes des médecins parce que ce sont des médecins, puis qu'on dit, vous sauvez des vies, je veux dire, c'est fabuleux ce que vous faites pour les Québécois, Québécoises. Vous avez fait de longues études, mais ce mépris, sincèrement, ça me jette à terre, moi, que vous soyez aussi meurtri là, dans votre cœur. C'est quelque chose. Les patients aujourd'hui qui ont des cancers, qui ont des maladies graves, ils ont tous commencé leur présence ce matin en leur disant « Comment allez-vous? » C'est les patients qui me demandent comment je vais parce qu'ils trouvent que le ton qui est utilisé contre les médecins spécialistes, contre les médecins de famille, est tout à fait indigne en ce moment. Il n'y a aucun respect. Hier, on a appris, quand on nous a déposé la nouvelle entente, que finalement, c'était pas une question de performance qu'on voulait. On voulait carrément couper les revenus des médecins. Puis, en fait, on n'est pas surpris de ça parce que les conditions qu'on nous demandait pour être, entre guillemets, performants étaient irréalisables. Parce qu'on est déjà au bout de nos ressources, on est déjà au bout de notre performance. On ne peut pas avoir plus que ça. Alors, c'est sûr qu'il y a des attentes. C'est sûr qu'on sait qu'il y a des gens qui attendent. Mais moi, là, je travaille, j'ai de la misère à finir ma journée de travail avant 11 heures le soir parce que le travail administratif que je faisais avant l'après-midi, je le fais avant de me coucher sur mon ordinateur à la maison. Alors, il n'y a plus de lousse, il n'y a plus de lest. On est rendu au bout de la corde. Il y en a plusieurs qui sont très épuisés. Puis, là, quand on se fait dire que c'est pas assez, ben là, on ne sait plus, là. On a besoin d'une direction puis de quelqu'un qui comprend qu'est-ce qui se passe. Mais on s'entend que ce que vous faites comme travail, Dr. Blais, c'est un travail exceptionnel, c'est-à-dire c'est atypique. Là. C'est sûr que c'est beaucoup d'heures. Je veux dire, si on va en hémato-oncologie, on s'attend à travailler beaucoup d'heures, là. N'est-ce pas? Ça ne devrait pas être un travail qui demande à quelqu'un de travailler 52 semaines par année, 100 heures par semaine. C'est un travail qui devrait apporter un équilibre. C'est un travail qui devrait apporter la possibilité de profiter de sa famille, de profiter de ses amis, puis d'avoir une vie à travers tout ça. Alors, quand un gouvernement nous dit, vous travaillez fort, puis en plus, c'est pas assez, puis qu'on a déjà sacrifié beaucoup de choses sur le plan personnel, encore une fois, c'est quelque chose qui est dur à accepter. Ouais, mais je vous remercie d'avoir pris le temps, Dr. Normand Blais. Je vous laisse retourner à vos patients hématologues et oncologues. On va parler tout de suite à un médecin de famille qui pratique à Shawinigan, le Dr. Frédéric Picotte. Bonjour, Dr. Picotte. Bonjour, Mme Maréchal. Merci de prendre le temps de nous parler. Vous êtes un
Un jeune médecin, fait que je vous pose quand même la question parce qu'en ce moment, tout le monde veut décrocher dans votre gang. Êtes-vous là pour rester ou vous aussi, vous êtes de ceux qui disent, hey, moi, là, regarde, là, avec le ton, le mépris, moi, je décroche, là. Surtout qu'on a trouvé qu'il y a des groupes, dont un groupe, une clinique de santé vitalité du Nouveau-Brunswick qui commence à faire du maraudage et qui s'adressait aux médecins du Québec. Hey, les médecins du Québec, si ça vous tente, nous autres, on engage. Vous, le Nouveau-Brunswick, Dr. Picotte, ça vous intéresserait? Ah ben ma femme, elle vient de là. Oh ben là! En plus! On veut le garder, là. Je vous ouvre la porte, Exact. Oh mon Dieu, c'est bon, puis ils ont du bon homard. Mais bon, non, mais plus sérieusement, Dr. Picotte, vous en êtes où, vous, dans vos réflexions? Êtes-vous aussi sur le bord de la ligne comme ça à dire, hey, si ça continue, moi, regarde, je vais faire d'autres choses? Moi, j'ai toujours dit à mes patients, quand ça va mal, c'est pas le temps de prendre des décisions difficiles. Fait que pour l'instant, j'encaisse, mais j'ai un plan B. Je pense que beaucoup de médecins, c'est comme ça. C'est quoi votre plan B? Dans le fond, il y a des gens qui ont besoin ailleurs de médecins. Puis là, je veux pas le nommer, mais ce que je vais vous dire, pour moi, l'orientation. Ce qui est le plus triste dans tout ça, c'est que la politique organise, puis sont en train de définir c'est quoi, selon eux, la médecine de famille. Puis c'est là que je décroche, c'est là que je suis pas d'accord. Puis moi, j'ai peur de l'extinction de ce qui devrait être la médecine de famille au Québec. OK, on va y revenir. Mais votre plan B, je suis curieuse, ça serait quoi? Vous dites ailleurs étant où? Enseignement à temps plein. J'enseigne déjà le tiers de ma pratique. J'adore enseigner. Ouais. OK, fait que donc vous seriez un professeur de médecine. Ben, il en faut, là, c'est ça. Ouais. Vous dites, je suis vraiment... Ça vous fait souffrir, là, ce qui se passe en ce moment. Et vous disiez, vous avez 875 patients. Alors, si je reprends la phrase tout à l'heure du docteur Arnaud qui disait, je suis parmi les paresseux, 875, c'est pas beaucoup, ça, docteur Picotte. Ben, on peut l'expliquer. Expliquez. Les 15 premières années en début de pratique, il faut faire des AMP. On peut pas faire dans ma région juste du bureau. Je dois passer, dans le fond, 50% de mon temps à l'hôpital. J'ai fait pendant 15 ans de l'urgence, en fait 14 ans, puis 1 an des soins palliatifs à domicile. Mm-hmm. À partir de maintenant, je pourrais faire du bureau à temps plein, mais c'est pour la raison pourquoi que les jeunes médecins ne peuvent pas prendre 2500 patients parce que leur temps est requis à l'hôpital dans les CHSLD pour les accouchements. Je comprends. Là, avec le projet de loi 106, la menace de loi spéciale demain, là, vous dites, là, c'est la médecine de famille qu'on fragilise, qu'on met en péril. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a l'impression là, que 4e offre, le gouvernement a dit final, mais là, il espère négocier jusqu'à demain matin. Tant que c'est pas, tant que t'as pas de loi Bayon, t'en as pas. Fait que, pensez-vous que vous allez pouvoir, là, que vos fédérations puis le gouvernement vont arriver à quelque chose pour le bien des patients? Vous en êtes où, là? Qu'est-ce qui se dit aujourd'hui là, dans les officines des médecins? À part que vous êtes bien tannés puis découragés. Ah ouais? Moi, je crois plus à l'entente. Puis ce que j'ai peur, puis ce que je vois, c'est que la médecine de famille devienne la médecine de bobo. Quand j'étais à l'urgence, j'étais capable de voir 30 patients par jour. On y allait un bobo à la fois, on priorisait, les patients étaient en jaquette, tout ça. Mais quand je viens dans mon bureau, je veux savoir ce que le patient a. Je veux répondre à sa liste d'épicerie, je le connais, je veux savoir qu'est-ce qu'il vit. C'est ça la beauté du lien en médecine de famille. Là, ce que le gouvernement me dit, c'est à l'avenir, il faut que vous augmentiez de 20-25% votre débit. Il faut que vous voyez les gens en court délai. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les cliniques médicales au Québec vont devenir des sans rendez-vous. C'est ça qu'on reprochait aux gars. On disait, hey, écoute, moi, c'est pas juste un bobo que je veux un lien. Ouais. Mais voyez-vous, docteur, je regardais les chiffres parce que là, j'entends beaucoup de médecins qui disent, si c'est ça, je vais aller ailleurs dans le Canada. Docteur Eppel, qui vient souvent à notre émission, disait qu'il avait même rempli des formulaires de recommandations de médecins là, de cliniques qui voulaient s'enquérir de médecins québécois, des gens des lettres pour, de références. Des références, donc en Alberta, dans les Rocheuses. Mais je regardais les chiffres, puis dans le reste du Canada, les médecins de famille, c'est 15 minutes par consultation. Au Québec, c'est 27. Fait que, tu sais, t'as beau aller dans l'Ouest canadien pour être médecin parce que t'es tanné de tes conditions au Québec, mais ce que vous venez de décrire là, comme étant pas vivable, ben c'est ça qui vivent les médecins canadiens, là. Comprenez-vous? C'est comme au Québec, on jase plus, on prend plus de temps que le patient, tant mieux. Mais ce qui se pratique comme médecine dans le reste du Canada, là, c'est pas sûr que ça fasse l'affaire des médecins de famille québécois. Puis c'est ça. C'est si vous dites que c'est ça le modèle, la médecine de famille. Moi, aujourd'hui, ce matin, j'ai vu 5 patients en haut de 80 ans.
Il y en avait un qui avait perdu sa femme, mais qui venait pour 3 autres problèmes en plus. Il y en avait une qui était fait mal de ventre, mais elle a peut-être un cancer. J'en ai vu un autre qui chute, il y a des problèmes financiers, il est en dépression puis des troubles de mémoire. Ouais. Je vais être honnête avec vous, là, je peux pas voir ça en 10 minutes. J'ai calculé aujourd'hui pour vous, là, 25 à 40 minutes. Mais si vous me dites que c'est ça que vous voulez comme médecin de famille, vous voulez la médecine de débit, où ce qu'on demande aux patients avec l'intelligence artificielle de dicter sa plainte, que nous, on lit ça, j'arrive dans le bureau, il est déjà assis, je pose 2-3 questions, je l'examine, je dis, allez voir votre pharmacien, voici la prescription, voici un conseil que je vous envoie, ciao, bye, à la prochaine, puis que je ne le revois pas, j'essaie de référer le plus possible pour voir inscrire des nouveaux, puis voir des petits bobos. Moi, ce que je vous dis, c'est que pour moi, on perd un peu le bébé avec l'eau du bain. On n'est pas dans la médecine de famille. Si c'est ça, c'est ça. Ouais, mais je pense que les Québécois veulent pas ça. Je pense que des fois, quand on a besoin d'une prescription pour, je sais pas, là, un problème d'orteil, ça te prend 5 minutes, tu as besoin d'une crème là, pour, je sais pas, n'importe quoi. 5 minutes, c'est suffisant. T'sais. Puis même là, on devrait même pas vous voir, Dr Picotte, pour ça. Ça devrait être une infirmière. Mais, et ça se fait comme ça. On parle souvent de la Suède. La Suède, là, il y a comme 40% des bobos, c'est géré par des infirmières tout à fait compétentes. Êtes-vous d'accord? Tellement. Laissez-moi vous dire, en Suède, par exemple, ils investissent 10% du budget, dans le fond, en première ligne. Nous autres, c'est 4% au Québec. Puis l'enjeu qu'on a, c'est que même nos professionnels de la santé en GMF sont pas comblés, les congés de maladie sont pas remplacés, les départs sont pas remplacés parce qu'il en manque des équipes. Mais si tu me dis, on a 25% de plus de patients à prendre en charge, on vous donne 25% plus de ressources humaines pour vous aider, puis on va trier avant. Parce que le problème, c'est qu'une fois que tu as appelé ton médecin qui a pris rendez-vous, puis que finalement, il y a une oreille de boucher, il est trop tard, la place est perdue. Il faut travailler en amont pour évaluer le patient en amont. Donc, le gap, qu'est-ce qu'il faisait? C'était bon. Il ne faudrait pas perdre le gap non plus. Puis ce que j'aimais du gap, c'est qu'il permettait de relier pas juste les médecins en GMF, mais le CLSC, les ressources communautaires. Il permettait une évaluation centralisée pour s'assurer que ce qui finissait dans le bureau du médecin, c'était pertinent. Mais le gouvernement, dans sa proposition, il n'a pas parlé de garder ce système d'évaluation-là. Fait que finalement, le message, c'est comme vous faites mieux, c'est votre responsabilité, mais on s'est pas mis à discuter de comment qu'on pouvait l'organiser, cette première ligne-là, pour faire parce mieux. Que, comme j'aime bien le rappeler, le projet de loi 106, là, qui va faire probablement l'objet d'un bâillon, ou puis il y a cette loi spéciale pour mettre fin aux moyens de pression des médecins qui ont décidé d'arrêter d'enseigner aux étudiants qui devraient terminer bientôt. C'est sur la responsabilité collective et l'imputabilité des médecins quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux. Ça touche vraiment, c'est les médecins. C'est pas toute la réforme du système de santé. Alors, c'est pour ça qu'on peut pas tout mettre ça dans ce projet de loi, mais je trouve ça intéressant de vous entendre, puis je pense que ça nous explique un peu ce qu'on voulait faire aujourd'hui. On n'a pas parlé d'argent encore jusqu'à maintenant. C'est intéressant quand même. Docteur Picotte, merci. Je peux rajouter une chose? Allez-y. Ben oui, certainement. C'est tellement dur, la vision du ministre, puis même qui veut faire un projet de loi pour garder, dans le fond, les médecins au Québec. On est en train, il veut une charte du Québec. Puis lui, il est prêt à enlever le droit des citoyens d'aller ailleurs. Écoutez, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, coudonc, je suis du bétail. Faut-tu que je me fasse tatouer le logo de la CAQ sur la fesse? Je suis rendu, dans le fond, que j'appartiens à la CAQ? Ça m'a choqué parce que je peux pas dire qu'on est rendu là. On peut-tu travailler ensemble puis voir des solutions au lieu d'y aller avec une approche de bétail puis une approche comptable? Vous avez tout à fait raison. Je pense que là-dessus, on va être d'accord, tout le monde, avec vous. Merci beaucoup, Dr Picotte. Merci bien. En tout cas, je vois la passion pour ceux qui nous écoutent là, sur la télé de Cube. Vous voyez le Dr Picotte, lui, il ne va pas quitter. Là. Il est bien trop passionné par ce qu'il fait. On voit toute la nuance de la patente. Il y en a. Justement, il y a François qui dit qu'il faut diminuer la bureaucratie, ça va mieux aller. Il y a Marc-Olivier qui dit c'est vraiment 100 heures par semaine, ça n'a aucun bon sens. Mais il y en a. Oui, exact. Puis justement, mais c'est illégal. On propose encore une fois d'être un peu plus, de quantifier un peu plus la productivité pour que ceux qui sont moins productifs soient pénalisés et pas pénaliser ceux qui travaillent aussi fort que plusieurs des médecins qu'on a entendus précédemment. Et là, c'est le moment de sortir l'ex-ministre de la Santé, le Dr Gaétan Barrette, qui a toujours une bonne opinion là-dessus. Restez